Bonjour à tous. Bienvenue sur ce jeudi de la recherche paramédicale. Je suis Émilie Julier, j'anime le réseau recherche et innovation paramédicale du GIRC Grand Ouest. C'est un réseau qui est là pour vous accompagner chercheurs paramédicales. Aujourd'hui, Samuel Guigaud va vous présenter sa vie de chercheur, son projet de recherche. Donc, Samuel Guigaud est manipulateur radio au CHU de Brest. Et donc, je vais le laisser se présenter et présenter son projet à la suite. Juste avant de lui laisser la parole, juste quelques petits points techniques concernant le webinaire et son fonctionnement. Vous devez normalement m'entendre et me voir. Si jamais l'audio de l'ordinateur n'est pas bon, vous pouvez aussi vous connecter par téléphone et vous avez sur la petite boîte à outils le numéro de téléphone à joindre avec le code d'accès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous n'avez pas la parole, enfin, vous ne pouvez pas prendre la parole, c'est un webinaire. Vous pouvez par contre les poser, vos questions, en remplissant le petit encart chaté. Les questions vont apparaître sur mon écran et je les relayerai à la fin de la diffusion, à la fin de la présentation de Samuel Guigaud. Si vous êtes en salle de réunion, merci de me préciser simplement le nombre de personnes dans la salle et puis remplir la liste de présence qui vous est diffusée dans les documents à distribuer. La vidéo va être enregistrée et diffusée sur YouTube. Donc, si vous connaissez du monde qui n'a pas pu être là à l'heure ou si vous arrivez un petit peu plus tard, vous voulez revoir la présentation, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube. Au niveau donc vos questions impliqueront la diffusion de vos noms, prénoms et fonctions et de toute autre donnée que vous communiquerez à cette occasion. En conséquence, dès que vous posez une question, ça vaut autorisation d'enregistrement et de diffusion des données. Tout ce qui est informations associées aux droits d'enregistrement sont détaillées dans le document partagé autorisation de webinaire. Voilà, c'en est tout pour moi. Je vais du coup passer la parole à Samuel Guigaud du CHU de Brest. Parfait, merci Émilie. Je vais afficher mon écran. Merci, bonjour à tous. Merci à ceux qui se sont connectés. J'espère que tout le monde m'entend et tout le monde voit le début de ma présentation. Voilà, je m'appelle Samuel et je suis, comme l'a dit Émilie, manipulateur radio au CHU de Brest dans le service d'imagerie médicale du professeur Nanan et plus particulièrement dans l'unité fonctionnelle de neuroradio du professeur Gintric. Et du coup, moi, je vais vous présenter, je vais essayer de pas être trop long. C'est un PowerPoint qui est assez imagé, donc ça devrait bien se passer. Et voilà, c'est le PHRIP qu'on a déposé en 2019, qui s'appelle l'évaluation de l'intérêt d'une procédure simulée réalisée sur un modèle imprimé dans le traitement endovasculaire des anévrismes carotido-sylviens. Voilà. Donc, je vais juste faire un petit point bref en introduction sur l'activité de neuroradio au CHU de Brest. Le projet qu'on a nommé ANEF 3D, l'acronyme pour le PHRIP, puis les retombées attendues de ce projet. Donc, la neuroradio interventionnelle au CHU de Brest, ça a ouvert en août 2015 suite à un besoin grandissant de la neuroradio pour la population du bassin brestois et une grande partie de l'ouest de la Bretagne. Le professeur Gintric avec lequel je travaille, le docteur Ognard et le docteur Nico, et puis toute l'équipe des manipulateurs avec qui je travaille. On ne travaille jamais seul. Voilà, on a une belle équipe et on est ouvert, voilà, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour traiter toutes sortes de pathologies de la sphère cérébrale. On travaille dans un bloc opératoire qui est de dernière génération, directement implanté au bloc opératoire avec plus de 800 références disponibles pour le traitement, comme je vous l'ai dit, des pathologies cérébrales. Voilà notre activité pour ceux qui est de la neuroradio, une grosse partie des embolisations d'anévrismes cérébraux, environ 150 patients par an, et c'est ce qui va concerner le cœur de mon projet. Évidemment, le traitement de l'AVC à la phase aiguë, la thrombectomie, environ 200 patients par an, et puis des malformations artério-veineuses, des saignements tumoraux,
et puis les artériographies cérébrales diagnostiques pour 300 patients par an. On participe actuellement à de nombreuses études et essais cliniques, aussi bien du côté ischémique ou hémorragique. Voilà une grosse activité de recherche clinique médicale et puis maintenant paramédicale. Donc le projet ANEF 3D, PHRIP 190025. Voilà le principe. Moi, je me suis toujours intéressé aux impressions 3D. J'aime bien les nouvelles technologies et je me suis dit, j'aimerais bien utiliser l'impression 3D pour l'appliquer au médical. Et donc, le principe du projet, c'était d'élaborer une simulation préopératoire de la procédure d'embolisation d'un anévrisme non rompu, ce qu'on appelle une embolisation à froid. Fabriquer le modèle de l'anévrisme du patient directement via une imprimante 3D avec une résine d'impression souple qui reproduit l'élasticité des vaisseaux, qui reproduit les propriétés physiques d'étirement, d'élongation, des choses comme ça, de déformation. Ce modèle, il est fabriqué entièrement à partir des images propres du patient qui va être traité et qui est acquise lors de l'artériographie cérébrale de diagnostic lorsqu'on a découvert de façon fortuite l'anévrisme. On utilise ce modèle pour se mettre en conditions réelles dans la salle, dans le bloc, pour faire cette simulation et établir ce qu'on a appelé le PPO, le planning préopératoire, pour nous aider à choisir les différents dispositifs médicaux, adopter la meilleure stratégie préopératoire à appliquer lors du traitement du patient et d'essayer d'anticiper les différentes difficultés, les événements indésirables. Alors ça va être de la technicité du cathétérisme, du choix des dispositifs médicaux, parce qu'on a énormément de dispositifs médicaux à notre service pour traiter les patients. Beaucoup sont modulables les uns avec les autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette simulation pour choisir la meilleure angle d'attaque pour le traitement. Alors j'aime bien parler du projet et d'imager avec cette photo de la patrouille de France qui va toujours simuler son vol en amont avant de partir vraiment dans les airs. Donc ils vont passer du temps à refaire les trajectoires, à quel moment ils vont pouvoir accélérer, tirer sur le manche pour tourner. Et ben nous, c'est à peu près le même principe avec cette simulation, c'est utiliser cette simulation pour anticiper les différents angles d'attaque de l'anévrisme, les différents outils qu'on a à notre disposition pour anticiper à quel moment il va falloir être plus doux avec l'anévrisme, avec le cathétérisme, des choses comme ça. Donc c'est assez imagé, je trouve que les pilotes de Formule 1 font la même chose, ils repassent le circuit quelques jours avant le Grand Prix. C'est à peu près la même chose, le même principe du projet. Donc cette idée-là de planning préopératoire, on l'a transformée en une étude randomisée en simple aveugle qu'on va commencer donc probablement début 2021 en utilisant deux groupes. Un groupe contrôle qui va bénéficier d'un traitement standard, d'une procédure d'embolisation standard comme c'est actuellement réalisé, c'est-à-dire on vous trouve un anévrisme donc carotido-sylvien, plutôt circulation antérieure, qui est non rompu, qu'on va traiter de façon, on appelle ça des traitements à froid. Et on va aussi faire un groupe simulation, donc le contre-groupe, donc 20 patients également qui vont bénéficier d'une simulation préopératoire sur modèle imprimé, sur des anévrismes de taille et de forme égales, on va dire, on va prendre des fourchettes de même taille d'anévrisme, de même situation en géo-architecturale, et on va comparer après ces deux groupes. Donc la méthode d'inclusion, c'est un patient qui est porteur d'un anévrisme carotido-sylvien qui est non rompu, qu'on a découvert de façon fortuite, soit à l'IRM, soit au scanner. Le patient bénéficie d'une artériographie cérébrale avec l'acquisition 3D, c'est très important parce que c'est le cœur, ces images 3D, c'est le cœur de la conception du modèle. Après, le patient passe en staff de consultation, de pluridisciplinaire, neurochirurgical, neuroradio, parce que certains anévrismes peuvent être décidés d'être clippés. Et puis, on va randomiser lors de la consultation d'annonce et va tomber le patient soit dans le bras simulation, soit dans le bras traitement standard.
une petite consultation paramédicale aussi sera faite par le manipulateur pour expliquer le déroulement de l'étude, même montrer le modèle au patient. Je pense que c'est une plus-value aussi. Après, le suivi de l'étude, c'est classique sur un CRF électronique avec des critères d'inclusion, des visites, des données d'imagerie et puis les données de la procédure, de simulation, d'embolisation et un suivi avec le ranking score à 3 mois qui est standard pour toutes les études de neuroradio. Donc là, on passe tout de suite sur des images. Voilà, on fait une première artériographie cérébrale. Là, on trouve un anévrisme du T carotidien. Donc sur des images 2D. Comme je vous l'ai dit, le cœur des images que je vais utiliser moi pour faire le MONES, c'est de l'imagerie 3D soustraite. Donc on voit l'acquisition en même temps de ces imageries tridimensionnelles. Moi, je vais utiliser cette pile de coupe où on voit là donc une imagerie soustraite où on ne voit que l'iode dans les vaisseaux. Vous voyez défiler les images. Donc ces images 3D là en salle nous donnent déjà un premier aperçu en 3 dimensions de l'anévrisme qu'on appelle du volume rendering, donc de cet anévrisme là sur lesquels initialement on prend nos mesures pour choisir les dispositifs, pour choisir le type de stent, le type de coil, même aller jusqu'au choix de l'angulation des microcathéters. On voit aussi tout ce qui est accès de la carotide. Donc ces images-là 3D acquises lors de l'artériographie cérébrale diagnostique, c'est mon point de départ pour fabriquer mon modèle 3D. Après, il y a une phase de segmentation parce que je ne peux pas, bête et méchant, envoyer le modèle à l'impression. Je vais passer par une phase de segmentation d'une zone vraiment de travail. Donc là, ici, c'est l'anévrisme que je vais segmenter, c'est-à-dire que je vais demander au logiciel de me supprimer l'os, de me supprimer les parties molles. En plus, moi, je pars directement d'une 3D soustraite, donc j'ai vraiment que l'imagerie des vaisseaux. Et apparaît donc ce fameux modèle qui représente l'intérieur des vaisseaux. Donc c'est une imagerie de l'iode. Donc cet anévrisme-là, il faut que je le transforme en un vaisseau. Donc on a des données brutes, hein, ce fichier STL, on appelle ça un fichier STL, apparaît brut. Donc je vais le nettoyer pour en faire vraiment une zone de travail qui est cet anévrisme plus simple, plus facile à imprimer. De toute façon, toutes les zones en rouge sont des zones, c'est pas les zones sur lesquelles on va se focaliser pour le traitement. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment l'anévrisme et les branches afférentes de cet anévrisme. Donc, il y a une partie de nettoyage de ce modèle. Après, il y a tout un travail de modélisation du modèle. Enfin, modélisation du modèle, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce fichier STL brut pour en faire une coque épaissie, comme si on recréait le vaisseau initial, l'artère, l'anévrisme. On va lui rajouter par de la conception quasiment du dessin industriel, des connecteurs qu'on va fusionner les uns avec les autres pour pouvoir le mettre après dans un environnement clos qui sera propice à la phase de simulation. Donc vous voyez, je ne peux pas poser directement l'anévrisme sur la table de radiologie. Donc on l'a décidé nous-mêmes de l'inclure donc dans ce doc là qu'on a modélisé, et donc on va réaliser tout le modèle autour de ce doc pour positionner l'anévrisme dans la position anatomique, et ce doc là sera notre base de départ pour notre simulation. Donc voilà un peu des vues 3D de cet objet modélisé. Si vous me voyez normalement, voilà ce que ça donne physiquement. Donc voilà ce doc qui est plat, et c'est la base de notre modèle à simuler. Voilà, donc ça c'est un des modèles, c'est le modèle que vous avez à l'écran actuellement. Voilà, on continue. Il faut maintenant l'imprimer, ce modèle. Donc on l'imprime avec une imprimante 3D qui est la forme 3 de Formlabs. On l'imprime avec une résine élastique qui est la meilleure résine qu'on ait trouvée actuellement pour reproduire l'élasticité des vaisseaux. Alors on a fait plusieurs tests
avec différentes imprimantes, avec différentes matières. On a joué tout autour des propriétés de l'imprimante. C'est ce qui nous est apparu le plus approprié et ça se vérifie par les premiers tests qu'on a fait. Donc, vous voyez là une phase d'impression du modèle. Le modèle apparaît vraiment brut en sortie d'impression avec son support d'impression. Pour ceux qui sont connectés et qui connaissent un peu le principe de l'impression 3D, donc le modèle sort avec toute cette architecture-là, ces supports-là qui maintiennent et qui soutiennent le modèle. Après, cette phase-là, il y a vraiment quelque chose d'artisanal, un peu d'orfèvrerie, de joaillerie, où il faut travailler le modèle pour obtenir le modèle que je viens de vous montrer. Donc une pièce brute qui va être rincée minutieusement avec de l'alcool absolu pour l'enlever de toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir dans le modèle, pour qu'il soit vraiment perméable au liquide, donc au liquide de contraste lors de la simulation, et imperméable à l'extérieur, pas de trou, pas de mauvaise impression. Il est aussi plongé dans un bas d'alcool absolu. Voilà, et à la fin, il est cuit pour que cette résine soit fixée et que le modèle soit figé et exploitable après. Il y a aussi toute une phase de nettoyage de ce modèle, de toutes ces petites éléments de support pour que ça en devienne un modèle que l'on va inclure donc dans notre doc qui est pré-imprimé. Le doc reste le même, c'est à chaque fois la modélisation de l'anévrisme qui sera différente en fonction de sa taille, en fonction de sa localisation. Voilà, par exemple, ce que je peux vous montrer là encore une fois. Là, vous avez un anévrisme du T carotidien avec donc la carotide et les deux branches. Vous pouvez aussi avoir très bien un anévrisme simple avec une branche, une entrée et une sortie. On voit l'anévrisme ici. Donc c'est un doc unique et donc c'est aussi un peu écolo de ne pas tout le temps imprimer plusieurs fois le même doc. Ça c'était sympa de vous montrer ça parce que ça a commencé en 2017. Ce projet-là où je suis arrivé avec mes images. J'ai poussé la porte de la faculté de Brest avec le laboratoire d'impression. En 2017, on faisait des choses très grossières, inexploitables. En 2018, il y a eu la sortie de la résine un peu miraculeuse et après, on a avancé petit à petit pour avoir en 2020, là tout à droite, notre modèle exploitable avec lequel on va pouvoir faire les premières simulations. Donc après ce modèle, il est placé sous les rayons. On lui rajoute des valves pour pouvoir introduire des cathéters, des sondes, vraiment recréer un environnement égal au traitement du patient. Même cathéter, même condition, un circuit fermé avec une pompe, avec un flux pulsé qui va pouvoir reproduire la fréquence cardiaque. On va pouvoir aussi recréer la viscosité du sang. Enfin, tous les paramètres qu'on peut adapter pour s'approcher le plus possible d'une vraie procédure vont être simulés. Voilà, donc on se met au bloc opératoire dans les mêmes conditions, les mêmes capteurs, les mêmes conditions. Il y a une petite vidéo, voilà, donc vous voyez le modèle qui est mis sur la table. On fait des acquisitions 3D. Voilà, le modèle est injecté avec de l'iode, avec un injecteur automatique. Et après, voilà, on retrouve cette vue 3D de notre modèle sur lequel, donc qui est vraiment le modèle du patient, c'est les mêmes images. On va prendre un certain nombre de mesures qui vont nous donner des indications pour le traitement, le choix des dispositifs. Et une fois qu'on a défini une possible stratégie opératoire, on va s'essayer à déployer du matériel. Voilà, là, c'est un exemple de cathétérisme et de déploiement d'un intrasaculaire dans cet anévrisme. Donc, pour vous montrer que actuellement, on n'a pas commencé l'étude, mais on a déjà simulé certains patients, surtout pour valider notre process et la qualité de nos impressions. Donc là, on voit l'élasticité, on voit que le modèle aussi est transparent, ce qui nous permet de voir le device à l'intérieur, de voir aussi, de comprendre comment il s'est déployé, ce qui n'est pas possible quand on simule pas une procédure. C'est très difficile a posteriori de voir vraiment la position du device. Donc là, c'est aussi une plus-value, la transparence. On va pouvoir
Donc voilà, opacifier ce modèle, vérifier qu'il est complètement perméable, qu'il n'est pas percé, qu'il n'y a pas une malfaçon. Et on va s'essayer au cathétérisme. Donc là, on peut faire avancer nos matériels, nos dispositifs de cathétérisme, micro-cathéter, micro-guide, pour aller jusque dans l'anévrisme. Voilà, donc là, on peut déjà voir certaines difficultés, certaines angulations d'artères qui vont nous permettre d'anticiper le jour du traitement, de choisir certains guides, certaines angulations. Voilà, des choses comme ça. Et puis, donc, on est en capacité de faire des acquisitions 2D simples, voilà, qui sont la base des acquisitions de traitement patient. Pour les personnes connectées qui font de l'angiographie, le fameux road mapping, hein, qui est la cartographie du vaisseau, qui nous permet de cathétériser les artères. Et puis, voilà, les premiers tests de déploiement de device. Là, vous avez un essai de coiling. Vous voyez le modèle sur la vidéo de gauche, il bat réellement. Je vais essayer de relancer la vidéo. Mais voilà, il se comporte comme une artère qu'on est en train de traiter. Donc voilà, les premiers retours des intervenants, des neuroradiologues qui ont testé sont plutôt bons. On voit que l'aspire se déploie comme un modèle patient. Donc c'est plutôt des premiers tests. On peut pas non plus valider le traitement si on n'a pas validé la qualité du modèle. Pour être sûr d'avoir bien imprimé les bonnes artères, qu'on n'a pas surimprimé ou que la segmentation est bonne, que tout le travail en amont est bon, on est obligé de valider notre traitement en faisant des mesures. Donc là, on a comparé le patient, l'imagerie patient et l'imagerie de notre modèle sur différents axes, en différentes reconstructions, que ce soit du MIP à gauche ou alors du VRT à droite. Et vous voyez que pour l'instant, les premiers benches qui ont été faits sont plutôt encourageants. On a très peu de différences de mesures entre l'imagerie patient et l'imagerie du modèle. Donc, ce qui nous conforte dans l'idée que le process est bon et que on fera pas de bêtises faramineuses en choisissant des devices sur le modèle qui seront appliqués potentiellement aux patients. Voilà, on parle de la même chose. Là, vous avez l'imagerie 3D du patient auquel on a superposé notre modèle. On voit que la superposition est bonne, quasi parfaite. Voilà, on peut confondre le modèle et l'imagerie du patient, ce qui nous permet de valider la qualité de notre modèle et valider toute la simulation, à vrai dire. Voilà, on s'assure aussi de bien respecter la tortuosité du vaisseau, qu'on a bien imprimé, qu'on est en bonne position anatomique, qu'on ne déforme pas le vaisseau en l'ayant emprisonné dans notre dock orange là, pour être sûr que les choix de dispositifs, ou au moins, si c'est pas un choix, mais au moins les approches thérapeutiques seront bonnes puisqu'on parle de la même chose, qu'on parle de l'imagerie patient ou l'imagerie du modèle. Donc les retombées attendues pour ce projet, il y en a beaucoup. On espère qu'on va remplir le plus d'items possible. Donc déjà, la simulation, elle va nous permettre d'obtenir une première approche de l'anévrisme. Comme je vous ai dit, on va pouvoir déjà apprivoiser les courbes des anévrismes, le siphon carotidien, le passage de l'ophtalmique qui est toujours un peu compliqué, le collet, sa position aussi de l'anévrisme sur l'artère, son angulation. On va pouvoir, ce qui est très important, c'est pouvoir chercher des incidences de travail. Ça, c'est des choses souvent le jour du traitement qui nous prennent du temps parce que on va dégager, nous on a des arceaux en salle, des arceaux de radio qui nous permettent de dégager des incidences et puis on passe quand même des fois pas mal de temps à refaire ces incidences parce que des fois on est limité aussi par la machine, donc on incline la tête du patient un peu en avant, un peu en arrière. Si on est aussi en capacité d'anticiper ces choses-là, le jour du traitement, on pourra dire que on pourra déjà prévoir la position de la tête du patient et c'est des acquisitions en moins, c'est de la radiation en moins, c'est du peu de contraste en moins. Voilà, donc il y a toute cette anticipation aussi de la position du patient, de l'environnement.
Après, il y a le choix des outils de cathétérisme, comme je vous ai dit. On a plus de 800 références et on a des guides avec des angulations de 45 degrés, 90 degrés. Voilà, on sera aussi potentiellement en mesure de choisir les bons cathéters. Ça nous évitera d'en ouvrir à tort le jour du traitement. Le choix du matériel d'embolisation, les coils, les stents, les flow diverteurs, qui sont des devices relativement coûteux. Voilà, quand on sursize ou on sous-size un device, qu'on va le déployer dans le patient et qu'on va se rendre compte qu'il est trop court ou qu'il ça pose mal, bah, et qu'on va choisir un autre device, bah, c'est l'enlever, c'est le mettre de côté, c'est de la perte. Et du coup, si on peut, lors de la simulation, anticiper la taille du stent, son diamètre, bah, on va limiter l'usage de plusieurs dispositifs le jour du traitement. Et puis, toutes les procédures sont enregistrées, c'est ce que je vais dire après. Donc, c'est du matériel pédagogique. C'est une mine d'or pour apprendre, pour s'améliorer, que ce soit les opérateurs, que ce soit les internes qui vont pouvoir aussi s'entraîner sur des modèles. Donc, c'est une manne pédagogique incroyable. Donc voilà, je vous parlais de toutes les mesures qu'on fait sur l'anévrisme pour choisir les devices. Eh ben, on va pouvoir faire ça sur le modèle et en plus, on va pouvoir essayer, rechercher nos incidences de travail, des choses comme ça. Je vous ai dit le choix des dispositifs, je vous ai dit 800 références en NRI, des tailles de coil qui sont très étendues, des stents, des flow diverteurs, et je vous dis que pour traiter les anévrismes, on peut mixer plusieurs techniques, mettre un stent avec des coils, un flow diverteur avec des coils simples. Enfin, il y a beaucoup d'approches et le but, c'est de vraiment choisir la meilleure pour le patient grâce à la simulation et obtenir quasiment une chirurgie, une microchirurgie personnalisée. On a des partenaires industriels qui nous suivent. Moi, je les remercie beaucoup parce qu'ils vont nous permettre de nous fournir une banque de matériel d'essai. Parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, mais si tu fais 2 fois la même procédure, tu ouvres 2 fois du matériel, donc en fait, ça coûte 2 fois plus cher. Alors nous, on a choisi une approche différente, c'est-à-dire de convaincre nos partenaires industriels de nous fournir du matériel d'essai parce que ça va dans le sens du patient, ça va dans le sens de la logique du meilleur traitement proposé aux patients. Donc, les partenaires se sont montrés très coopérants dans le projet. Donc ça, c'est toujours bien de pouvoir bénéficier du matériel comme ça d'essai. Les procédures sont enregistrées via des caméras qui sont disposées en salle, des caméras sur les mains de l'opérateur, des caméras en salle, en vue globale, et tout est enregistré, les images, la 3D. Donc ça va nous permettre aussi de décortiquer nos procédures, que ce soit la simulation ou que ce soit le traitement, pour anticiper, pour être meilleur, pour être plus technique sur certains points, sur le cathétérisme, des choses comme ça. Les bénéfices techniques, comme je vous ai dit, c'est optimiser le nombre d'outils, pas en sortir de trop, pas en sortir à tort, sélectionner les bons outils appropriés pour proposer un plan de traitement personnalisé le jour du traitement au patient, limiter l'ouverture de dispositifs implantables qui sont coûteux, se limiter que à ce qu'on a besoin. On va aussi, donc, comme je vous l'ai dit, augmenter la technicité des opérateurs grâce à la simulation. On pourra débriefer entre nous et puis du matériel pour les internes, pour nous les manipulateurs, hein, pour les étudiants manipulateurs, travailler sur du modèle pour avoir les premiers aspects du cathétérisme et s'essayer nous-mêmes au cathétérisme sur un modèle. C'est quand même très très bien pour la formation. Et puis les bénéfices pour le patient, si on est plus efficace grâce à la simulation, on va diminuer le temps de procédure. Donc anesthésier un patient 1 heure plutôt que 1h45, c'est toujours bon. Ça fait moins de drogue d'anesthésie. Si on est plus rapide, si on est plus concis dans le traitement, ce sera toujours mieux. On va diminuer la dose de rayonnement, diminuer la dose de pro et de contraste en faisant moins d'acquisitions parce qu'on aura déjà anticipé certaines acquisitions sur le modèle, et puis diminuer peut-être la survenue d'événements indésirables, parce que passer 20 minutes à cathétériser un anévrisme, c'est augmenter le risque de rupture péropératoire. Donc, si on va plus vite au but, si on est plus efficace dans le traitement de l'anévrisme, on sera peut-être sujet à moins de complications péropératoires.
Voilà, ça c'est des choses qu'on déterminera une fois qu'on aura décortiqué notre étude randomisée. On espère avoir de bonnes surprises sur tous ces items-là qu'on a retenus. Voilà, on est très heureux d'avoir remporté le PHRIP cette année dès sa première tentative, ce qui n'était pas forcément attendu. On s'était tous dit que ça prendrait un peu plus de temps, mais voilà, on est plutôt très très satisfait. Voilà, moi je travaille pas seul, on travaille jamais seul. Moi je remercie voilà la DRCI parce que elle est très demandeuse de projets paramédicaux, surtout au CHU. Voilà, l'équipe de NRI parce que voilà, je travaille avec le professeur Gentric, le docteur Ognard et toute son équipe. Une autre partie du projet, c'est toutes les impressions 3D, et ça, c'est la faculté de Brest, c'est l'UBO, c'est l'Université de Bretagne occidentale. C'est des gars qui ne savaient rien des artères et des anévrismes et des choses comme ça, et qui ont réussi à mettre un prototype en face de mes idées. Voilà, et puis des ingénieurs d'application avec qui je travaille et qui m'ont fait sauter certains verrous de l'étude en avançant, et puis les partenaires industriels qui nous fournissent du matériel d'essai. Donc c'est un vrai beau travail d'équipe dans le CHU de Brest qui est vraiment porté sur l'innovation. Donc on espère que on est arrivé au bout là normalement de toute cette phase de prototypage, et on espère que maintenant la suite sera de bon augure, surtout pour les patients. Voilà. Émilie. Je te remercie, Samuel. C'était Je n'ai pas été trop long. Très intéressant. Alors, on a un petit peu dépassé. J'espère que voilà, que tout le monde aura un petit peu de temps quand même. On va quand même prendre quelques minutes pour poser des questions. En tout cas, je te remercie. C'est très riche et très intéressant en fait d'entendre un si beau projet de recherche. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais n'hésitez pas. Hein, je le rappelle de poser des questions sur dans la boîte à outils, la partie où il y a marqué chatter. En fait, ces questions me reviendront et je pourrai les relayer par oral à Samuel. Moi, j'avais une question, Samuel, alors, je vais laisser les questions techniques à tes collègues, en fait, qui sont en manip radio, puisque du coup, je serai moins pertinente sur cette question-là. J'aurais simplement une question sur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la mise en place et de la genèse, en fait, de ce projet, parce que ce projet paraît gigantesque, mais finalement, il est parti d'une idée, de quelque chose. Qu'est-ce qui t'a permis, en fait, d'où tu es parti très rapidement, d'où tu es parti et qu'est-ce qui t'a aidé à continuer, qu'est-ce qui a aidé à faire un projet de recherche et à en arriver à un si beau projet collaboratif comme tu l'as bien montré. Moi, je suis parti je suis très fanat des nouvelles technologies et du coup, l'impression 3D, c'est un peu la dernière innovation technologique qui arrive sur le marché grand public. Et je me suis toujours dit déjà imprimer un anévrisme pour le montrer aux patients, pour imager certaines choses qui sont quand même très floues pour certains. J'avais cette idée-là. Et en fait, je travaillais à Paris. Et quand je suis arrivé à Brest, quand je suis revenu en Bretagne, j'avais un petit anévrisme que j'avais récupéré, un anévrisme imprimé en 3D. Et je me suis dit, mais voilà, moi j'aimerais bien essayer de pousser la chose un peu plus, que ce soit un peu plus fourni. Et du coup, en fait, je suis arrivé dans une équipe. L'équipe du professeur Gentric et du docteur Ognard, on est arrivé dans une équipe très très innovatrice et en fait voilà, j'ai déjà eu un appui médical qui était très important, c'est-à-dire que je suis allé voir le Jean-Christophe Gentric, je lui ai dit voilà, j'aimerais bien imprimer un anévrisme 3D. Il m'a dit bon, c'est bien dans ce sens-là. Maintenant, il a mis un projet autour d'une idée. Et parce que tout seul, je sais pas ce que j'aurais fait avec cet anévrisme imprimé. Donc il m'a dit c'est très bien, il faut voir si c'est faisable et on va se tourner vers quelque chose de bien construit. Donc un projet, une idée une idée derrière l'idée. Et après, tout simplement, moi, j'avais pas d'imprimante, j'avais pas le CHU, j'allais pas demander au CHU d'acheter une imprimante, donc j'ai tapé impression 3D dans Google sur Brest. Et je suis tombé sur l'UBO Open Factory là, qui faisait à l'époque, donc c'était en 2017, quelques impressions 3D. Et puis je suis allé les voir, je leur ai dit voilà, moi j'ai une idée d'imprimer un anévrisme
plus ou moins creux, souple. Enfin, on savait pas trop où on mettait les pieds. Et en fait, voilà, Jean-Christophe Gintric, il a mis vraiment un projet médical derrière mon idée, et la fac et l'Open Factory a vraiment mis des moyens techniques. Mais c'était juste enfoncer des portes, c'était juste voilà, trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes équipes. La DRCI aussi du Sud-Brest qui est très très à l'écoute des projets paramédicaux. Donc, c'était dans la rédaction du projet, de tout ça. En fait, c'est une petite idée, et c'est pousser des portes, enfoncer des portes, aller chercher des ressources à Brest. Hein. Je suis pas allé très très loin. Tout était à disposition à Brest. Donc voilà, ça s'est construit petit à petit en levant les freins, parce qu'au début, on tâtonnait sur l'impression, on savait pas où on mettait les pieds. Et puis jusqu'à aujourd'hui, où ce matin, je suis allé à la fac chercher le premier modèle du premier patient zéro qu'on va simuler dans 2 semaines. Bah, il s'est passé 3 ans où ouais, effectivement, ça paraît énorme comme ça, mais c'est de l'investissement personnel. Pour ceux qui écoutent et qui aimeraient se lancer, c'est sûr que ça fait peur au début. On se dit, bah, j'y arriverai jamais. Mais faut tomber sur les bonnes personnes dans un flux dynamique, et puis aller pousser, taper les portes des ressources qui sont à proximité, parce que finalement ça se met en marche si on est motivé, si l'idée est viable, ça marche plutôt, hein, ça marche plutôt pas mal, quoi. Merci. Oui, du coup, j'entends bien, en fait, voilà, il y a une phrase clé que j'ai notée, en fait, que tu disais, il a transformé ton idée en projet. Donc, c'est vraiment là la difficulté souvent des projets de recherche, c'est de passer de l'idée au projet. Et comme on entend, en fait, dans ton discours, ne pas hésiter à pousser plein de portes pour pouvoir avoir une réponse. Et puis, on en avait discuté ensemble, tu l'as pas réévoqué là, mais ne pas s'arrêter aux échecs, en fait. Tu disais que des fois, on peut se faire voilà, là, tu as eu la grande chance d'avoir un PHRIP du premier coup, mais on peut avoir des échecs. Il ne faut pas hésiter à repartir, parce qu'il y a des grands projets qui arrivent et qui, malgré tout, ont essuyé beaucoup d'échecs sur les appels d'offres. Donc, ne pas hésiter à frapper à toutes les portes, frapper à notre porte. On peut vous orienter, en fait, vers des référents près de chez vous. Alors, Ouais, c'est ça, c'est que, ouais, juste, on est parti de choses, enfin, quand j'ai vu ça, quand on a imprimé les premiers anévrismes, je me suis dit, bon, ça va mener à rien, on va s'arrêter là, et puis ça sent très bien. Puis après, on s'est dit, bah ouais, mais une imprimante, ça coûte cher, et voilà, la DRCI, mon chef d'unité, il m'a dit, ben, en fait, il faut déposer un projet, il faut pas avoir peur d'écrire un projet, de demander, voilà, ce PHRIP. Moi, je ne savais pas ce que c'était, une étude, un essai, le PHRIP, tout ça, j'avais aucune idée. Et du coup, bah, faut juste, voilà, se mettre en relation avec les bonnes personnes au bon moment, même si ça prend du temps, même si c'est fastidieux. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, parce que la récompense d'arriver au bout, ou au moins d'arriver à quelque chose, peu importe ce que dira l'étude, ou peu importe où ça nous mènera, l'aventure, déjà, la démarche, déjà, c'est vachement stimulant. Pour des paramédicaux, je pense que c'est plutôt valorisant de faire autre chose, de faire de la recherche. C'est plutôt valorisant, je pense. Alors, j'ai quelques questions. Donc, Jérôme d'Auvergne qui pose une question. Pourquoi 20 patients seulement par groupe? Bah, parce que nous, on a une activité de 150 patients par an, et on a choisi des anévrismes carotido-sylviens, donc c'est la circulation antérieure, pour des anévrismes avec des tailles et des formes bien définies. Donc, par rapport à notre activité, nous, à l'année, on n'est pas non plus, on est un bon centre de neuroradiologie, mais on n'a pas une activité qui nous permet d'avoir de plus gros groupes, mais on s'est dit aussi, parce que faire un modèle, l'usiner, le concevoir, prévoir la simulation, prévoir l'impression, mobiliser toutes les forces médicales et paramédicales pour faire chaque simulation, ça prend un peu de temps, et on a estimé ce groupe-là, les deux groupes, à 20 patients par rapport à notre activité, par rapport à la base de données de patients qu'on a déjà traité, ce qu'on traite habituellement. C'était ce qui nous a paru le plus judicieux. Voilà, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de patients, mais ça fait beaucoup de travail par patient.
pour clore une étude, c'est ce qui nous a paru le plus judicieux. Oui, il y a toujours une question de faisabilité. Une autre question de Jérôme d'Auvergne, toujours. Quelle est l'incidence des événements indésirables en pratique courante? L'incidence des événements indésirables, une rupture péropératoire, c'est catastrophique. Après, le traitement endovasculaire des anévrismes cérébraux, c'est déjà quelque chose qui comporte pas énormément de complications, mais les complications sont assez désastreuses. Perforer un anévrisme, avoir des événements thromboemboliques parce qu'on a passé beaucoup de temps à cathétériser l'anévrisme, c'est des choses qui arrivent aussi. On peut aussi passer énormément de temps à traiter les anévrismes, des gros anévrismes, et ça fait des quantités d'irradiation, de doses de rayonnement X qui sont pas négligeables. C'est surtout voilà, traiter un patient en 1 heure en mettant un flot diverteur parce que c'est la bonne indication et qui s'est déployé très bien et que le traitement est satisfaisant, c'est toujours mieux que de passer 3 heures à essayer de mettre un flot diverteur décoil, essayer plusieurs stratégies, repasser des coups de guide dans l'anévrisme. Le risque, c'est de le perforer. Le risque, c'est d'obtenir des événements thromboemboliques. Voilà, le gros risque est là, même si le traitement endovasculaire est de plus en plus safe, on va dire, par rapport à des techniques autres. Donc, c'est déjà mieux d'être traité, enfin, c'est déjà plus sécurisant le traitement endovasculaire, mais il comporte des risques comme toute chirurgie, comme tout traitement thérapeutique. Merci. J'ai 2 autres questions. Donc, une question de Hervé Menanto. Combien de temps d'impression du modèle? Alors, une impression en fait standard, ça prend à peu près 7 heures. Un anévrisme assez compliqué comme ça, avec 2 branches, plusieurs branches, avec des fusions de connecteurs, des choses comme ça, des tortuosités un peu importantes, ça prend entre 8 à 10 heures. On va dire une nuit d'impression. Quand on lance les impressions, on les lance le soir même et on les récupère le lendemain. Pour quelque chose de plus simple comme ça, comme le premier patient qu'on va simuler, là, on est plus sur quelque chose de 5-6 heures. C'est en fonction de l'orientation aussi dans l'imprimante, de la quantité de supports qu'il faudra imprimer. Mais on va dire entre 7 et 12 heures, quoi. Une bonne nuit d'impression. D'accord, merci. Une autre question de Claire Fougeroux. Elle me note: bonjour, merci de votre présentation. Quel sera votre critère principal de jugement, plutôt technique ou médical? Est-ce le rankin? Merci. Alors, effectivement, on va, comme dans toutes les études de neuroradio, on va avoir le ranking à 3 mois. C'est ce qu'on utilise par exemple pour les études de thrombectomie. Mais nous, on va aussi se focaliser sur le nombre d'outils qu'on va utiliser. Le nombre d'outils et de dispositifs médicaux implantés ou non implantés et de cathéters utilisés ou non utilisés. C'est ce qui va nous permettre de juger de la qualité du traitement par rapport à une procédure simulée ou non simulée. Donc, mais le traitement, le critère médical aussi compte beaucoup parce que c'est le patient qu'on veut aussi le traiter le mieux possible. Donc, le ranking à 3 mois. Et puis, le nombre d'outils utilisés, le nombre de dispositifs implantés ou non implantés par rapport à une procédure standard non simulée. Merci. Alors, j'avais une autre question, mais je pense que c'est la même, du coup, sur les critères de jugement principal. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse quelques minutes si vous avez d'autres questions. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, une question d'Hervé Monanto, mais alors je ne suis pas sûre de la comprendre. Exclusion. Alors, peut-être tu veux parler des critères d'exclusion. Voilà, quels sont les critères d'exclusion, en fait, par rapport au choix des patients? Les critères d'exclusion sont surtout la situation de l'anévrisme, aussi sa complexité. Un anévrisme trop petit, carotidosylvien trop petit, on ne pourra pas l'imprimer. Et des très gros anévrismes, nous, on va se limiter surtout à des tailles d'anévrisme bien définies, de taille de collet.
pour pouvoir comparer ce qui est comparable entre les deux bras. Mais je pense que les critères d'exclusion seront l'infaisabilité technique d'imprimer le modèle, ce qui peut arriver aussi sur des anévrismes très complexes avec des branches très fines. Bon, là, on y arrive, on commence à imprimer tous les types d'anévrismes simples, compliqués, avec des trifurcations, avec des toutes petites branches. Voilà, sinon les critères d'inclusion sont vraiment, pour parler des critères d'inclusion, donc d'exclusion, c'est le type d'anévrisme qu'on va inclure dans notre étude, quoi. Merci. Une autre question de Sophie Bois-Bouvier. Quel est le délai de prise en charge entre diagnostic et traitement? À Brest, on vous trouve un anévrisme non rompu de façon fortuite sur une IRM ou un scanner. Entre le moment où on fait l'artériographie, diagnostic et le traitement, il s'écoule environ 1 à 2 mois, quoi. C'est assez rapide. Nous, on prend le pari de faire la simulation une semaine avant, enfin que ce soit très court, la simulation une semaine avant le traitement. Comme ça, on est très rapide entre la simulation. Mais actuellement, un anévrisme non rompu qui présente pas de critères de gravité immédiat, parce que moi je suis pas médecin, je suis le manip, mais les neuroradiologues prennent leur décision aussi sur la topographie de l'anévrisme. Ça a certains facteurs qui peuvent montrer une rupture prochaine, mais sur des anévrismes, on va dire standard à froid, on essaye de proposer un traitement en fonction de la disponibilité du personnel du bloc opératoire, mais entre 1 et 2 mois, quoi. Merci pour cette réponse. J'espère que, voilà, n'hésitez pas à poser des questions si jamais la réponse n'était pas claire, ça me semblait. Surtout que moi, c'est mon premier exercice de ce type-là sur le fond de l'étude. Bon, on est encore au début enfin, on a fait toute la partie faisabilité technique, on est capable d'imprimer des modèles, et après, on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire rédiger le protocole, le déposer et commencer les inclusions début 2021. Mais donc, j'essaye d'être le plus clair possible. J'espère que c'est un exercice tout nouveau. Je suis manipulateur et je commence à faire de la recherche, donc j'espère que c'est assez clair. En tout cas, moi, ça m'a paru très clair et très intéressant, malgré que je ne suis pas de la partie. Alors, attendez, j'ai une dernière question. On va prendre la dernière question parce que je vois qu'il est déjà 15h18 et du coup, il ne faut pas trop retarder. Catherine Roussel de Tours qui demande comment avez-vous géré les aspects de protection intellectuelle et industrielle? Alors, pour l'instant, à la fac, je travaille avec la faculté. On n'a rien déposé pour l'instant. On est sur l'idée, parce que maintenant que le projet, la faisabilité technique est acquise, on va déposer probablement un certain nombre d'idées de tout notre process de modélisation. Mais effectivement, on est en train d'aborder ça. On est quand même toujours dans un esprit de partage. Parce qu'on ne fait jamais quelque chose pour le garder pour soi. On n'a aucune vocation industrielle à envoyer ça aux industriels ou à créer une licence ou quoi que ce soit, parce que c'est déjà fait. On n'a rien inventé non plus, faut être clair et net, c'est que c'est déjà fait par d'autres sociétés industrielles type Biomodex, des choses comme ça. Nous, on a plutôt vocation à partager ce qu'on a réalisé, bien qu'on va essayer de verrouiller certains de nos idées, de notre modélisation via des logiciels, des choses comme ça qu'on va verrouiller, mais on a plutôt une vocation de partage. Si d'autres CHU, voilà, on va pas verrouiller l'idée. C'est quelque chose d'ouvert. Merci. Donc, je le reprends, Sophie Bois-Bouvier qui répondait quand même à ta première réponse, qui te remercie parce qu'elle marque que tu es très clair. Et simplement, est-ce que c'est une question qui peut marquer un petit peu la clôture de la présentation? As-tu d'autres projets de recherche? J'ai pas personnellement, moi, d'autres projets de recherche parce que celui-là me prend déjà un temps conséquent. Mais ma démarche de recherche au CHU m'a permis d'obtenir un poste aménagé
Et je travaille sur d'autres projets de recherche médicaux, cette fois-ci sur une base de données voilà, de prédiction des résultats en neuroradio. Donc, ça m'a ouvert la porte sur d'autres projets. Je fais aussi de la prestation de recherche, de l'envoi des images, par exemple, pour des études des essais cliniques de l'INRI. Mais moi, mon projet me prend pas mal de temps. Mais ça m'a ouvert des portes pour pérenniser un poste, un mi-temps de recherche sur lequel je travaille sur d'autres projets de recherche. Donc, c'est plutôt super. Ça me diversifie mon métier. Ça me donne une corde supplémentaire à mon arc. Donc j'ai d'autres idées qui arriveront peut-être plus tard. Mais ça c'est déjà un projet qui me prend beaucoup de temps. Et puis après on verra. Mais c'est vrai que c'est motivant pour d'autres projets. Merci. Merci Samuel. On va clore du coup ce Mavis de chercheur. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me renvoyer un mail ou contacter directement Samuel Bigot. Vous pouvez retrouver ses coordonnées sur le site de la recherche paramédicale.fr. Voilà, et puis la vidéo vous sera renvoyée. N'hésitez pas à la partager aux personnes qui n'ont pas pu voir et nous poser vos questions. J'espère que ça vous aura inspiré et je vous dis du coup au prochain café lecture du coup qui sera prévu le 24 septembre. Donc c'est Loïc Perrand, un kinésithérapeute de nouveau un kinésithérapeute, excusez-moi, qui nous fera une présentation donc le 24 septembre. À très bientôt. Merci à tous. Merci.